Bonjour à tous, je vais essayer de ne pas crier dans le micro. Julien Robert, je suis le directeur du Centre national de ressources handicap rares La Pépinière, qui est basé à Lille, un centre spécialisé dans la déficience visuelle avec handicap associé. Et je fais partie du GAPAS, et donc un des membres du collectif à l'origine de l'étude et de l'enquête sur la déficience visuelle au maire. Écoutez, je vous remercie très sincèrement d'être tous présents aujourd'hui pour ce moment important de lancement dans notre région Hauts-de-France. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Chapon, mais juste avant, je voudrais juste excuser quelques personnes, en l'occurrence Nicolas Fricotto, le président du département de l'Aisne, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ainsi que l'ARS Hauts-de-France qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Je remercie également aujourd'hui, je souligne la présence de Monsieur De Carlin, qui est membre du département du Nord, qui présente le département. Voilà, je vous souhaite une très agréable matinée et je passe la parole à Monsieur Chapon. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps puisque je vais dans quelques instants laisser l'introduction à Bernard Defebvre, qui est vice-président de la Fédération des aveugles de France et administrateur de l'association dans les Hauts-de-France. Mais en tout cas, ravi d'être avec vous pour ce lancement régional. C'est toujours un moment important. Puisque vous allez pouvoir on va pouvoir échanger sur cette étude au maire dans quelques minutes. Vous allez pouvoir effectivement voir quels en sont les tenants et les aboutissements, les objectifs de cette étude. On est, ni plus ni moins, sur la plus grande étude jamais menée sur la déficience visuelle dans notre pays. C'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a une connaissance finalement assez faible des besoins et des attentes des personnes qui sont déficientes visuelles. On est sur, et pourtant le nombre, même si on a des difficultés justement à avoir une vision exhaustive des besoins, mais c'est quand même a priori entre 1,7 million de personnes et peut-être 2,5 millions de personnes qui sont déficientes visuelles ou aveugles dans notre pays. Donc on est sur un chiffre qui est important, qui va forcément augmenter dans les prochaines années du fait du vieillissement de notre population. Donc on est sur un enjeu majeur, on est sur une actualité majeure aussi, puisque l'année prochaine, ce sera les élections présidentielles. Et je pense que justement, en termes de timing, on a beaucoup de choses à la fois à étudier, à comprendre et pour faire avancer les choses dans ce cadre des élections présidentielles. Donc je vais animer cette matinée, enfin en tout cas une partie de cette matinée, mais je vais surtout laisser la parole donc à Monsieur Defebvre. Je vous tends le micro. Attendez, je vais. C'est bon ? Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nouveau siècle pour le lancement de cette étude au maire, qui est une étude populationnelle qui a été mise en place par un collectif associatif. Cette étude, pour la mettre en place, il a fallu du temps. Un peu plus de 2 ans, presque 3 ans, je crois. Elle a été lancée d'abord dans la région Rhône-Alpes, ensuite dans le centre Val-de-Loire, en Occitanie, en Alsace, et aujourd'hui, ce sont les Hauts-de-France. Et bientôt, ce sera Nantes, et le point d'orgue sera l'Île-de-France, je pense, le 11 février 2022. Et cette étude, elle a pour objectif de connaître les besoins des personnes déficientes visuelles. Parce que c'est une étude qui n'a jamais été faite, et c'est un collectif associatif qui a dû faire ce travail, alors que, logiquement, pourquoi pas, l'État aurait pu s'en mêler.
Mais cette étude est un moyen pour l'ensemble des déficients visuels de notre pays de pouvoir s'exprimer. S'exprimer, c'est-à-dire faire état de leurs besoins, de ce qu'ils ont comme difficulté dans leur vie journalière, l'accès à l'emploi, l'accès au numérique, et pour toutes les tranches d'âge, de l'enfance à la vieillesse, parce que chacun a ses difficultés, et quand on est enfant, on a des problèmes d'accès à l'école. Quand on est adolescent, c'est équivalent pour le lycée. Pour l'université, alors ça devient plus compliqué. Et ce qui est extrêmement difficile, bien entendu, c'est l'accès à l'emploi, puisque 50% des personnes déficientes visuelles cherchent un emploi et ne le trouvent pas. Et cette étude aussi, elle peut être elle est disponible également pour les personnes voyantes qui côtoient les déficients visuels. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 réponses, peut-être un peu plus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un grand nombre de réponses pour que cette étude soit utile et qu'elle apporte certains résultats qui permettront ensuite de pouvoir les analyser pour que la vie des déficients visuels soit meilleure demain. Alors pourquoi cette étude s'appelle étude Homère? Eh bien, Homère, vous savez peut-être, et vous savez sans doute d'ailleurs, je ne vais pas vous apprendre, que c'est un poète grec qui aurait vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui était aveugle et qui a notamment écrit l'Iliade. Et donc c'est symbolique, ce nom est symbolique, et certains pourraient se demander pourquoi on a donné ce nom, mais comme Homère était très visionnaire, eh bien, on espère que cette étude sera visionnaire pour l'avenir des déficients visuels. Le collectif qui a mis en place cette étude, ce sont des associations nationales qui se sont regroupées afin de pouvoir la mettre en place. Il y a également des laboratoires et des universités de Lyon et Paris. Donc cette étude est sérieuse. Ce n'est pas une petite étude qu'on a envie de faire, c'est quelque chose de tout à fait important et je dirais peut-être pas scientifique, mais tout au moins qui a été réfléchi. Parmi les associations, je risque d'en oublier, mais parce qu'il y en a 9, il y a la Fédération des aveugles de France qui est l'une des initiatrices de cette étude, il y a l'association Valentin à lui, il y a le GAPAS qui organise toutes les manifestations là en région, il y a Voir Ensemble, il y a la PIDV, enfin voilà, un grand nombre d'associations qui se serrent les coudes pour pouvoir donner un avenir meilleur à la déficience visuelle. Alors, tout à l'heure, monsieur a dit qu'il y avait 1 700 000 personnes touchées par la déficience visuelle. Oui, c'est vrai. Il y a environ 200 000 aveugles, 900 000 personnes très déficientes visuelles. Mais cette étude, justement, permettra peut-être d'avoir des vrais chiffres. Parce que parfois, on dit qu'il y a 1 700 000 personnes. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais l'étude permettra de donner des chiffres concrets. Alors surtout, n'hésitez pas à répondre à cette étude. Elle est en ligne sur Internet. Vous
tapez sur votre moteur de recherche préféré étude Homère et vous trouverez facilement cette étude à remplir. Mais aussi vous pouvez contacter un numéro de téléphone pour pouvoir qu'une personne puisse vous aider à répondre à cette étude. Parce que justement, l'accès au numérique n'est pas une chose facile pour tout le monde. Et donc, il a été mis en place un numéro, et vous inscrivez sur ce numéro, le 06 35 36 59 71, et quelqu'un vous appellera pour vous aider à remplir ce questionnaire. Alors, certes, on n'est peut-être pas tout à fait trop nombreux aujourd'hui, alors je vous invite à passer ce message auprès de vos connaissances, de faire état de cette étude partout dans vos publications et en faire part dans vos associations et auprès de vos proches ou de vos amis. Voilà, je vous souhaite à tous une belle matinée. Monsieur Defebvre, donc vice-président de la Fédération des aveugles de France. Peut-être juste avant, on va reciter les différentes associations et partenaires. Donc vous aviez cité effectivement les principaux, je vais les redonner. Donc on a, dans l'ordre où ça s'affiche sur ma feuille, un Ninja de Paris, les PEP 69, évidemment la Fédération des aveugles de France, l'ARPEA, la Fondation Valentin AI, le GAPAS, Retina France, Voir Ensemble et les chiens guides d'aveugles, donc qui constituent ce consortium, auquel s'ajoutent des partenaires qui nous soutiennent depuis l'origine de ce consortium. Bien sûr la GFIP, on entendra tout à l'heure, la CNAV, puisqu'on a toute la partie aussi sur le vieillissement, Optique 2000, qui interviendra également tout à l'heure, Clésia et CCAH, si je n'ai oublié personne. Je pense qu'on est bien complet. Sur le site internet, donc effectivement, comme vous l'avez évoqué, c'est études-homère.org, mais effectivement, les bons moteurs de recherche, sans citer de marque, vous tapez études Homère et vous tomberez dans les tout premiers résultats, si c'était le premier, sur cette étude. Donc on compte vraiment sur vous pour diffuser, relayer cette information le plus possible. Un grand merci, Monsieur Defebvre. On va commencer, pendant que vous allez voir une petite vidéo de présentation dans un instant sur l'étude Homère. Et pendant ce temps, je vais inviter à venir s'installer pour vous présenter l'étude au niveau national, donc Peggy Guilbard, des chiens guides aveugles justement, Nelly Dorn de Voir Ensemble, Julien Robert du GAPAS, Yvan Talpaer de la GFIP, Talpa, pardon, parce qu'en plus j'ai toujours tendance à ébrécher les noms, donc Monsieur Talpa et Jérémy Boursin d'Optique 2000. Je vais vous demander de venir vous installer et pendant ce temps-là, je vous présente une petite vidéo. Recording in progress. Nous allons vous parler en quelques minutes de l'enquête Homère, qui a vocation à devenir la grande étude de référence auprès des personnes déficientes visuelles de tous âges en France. Je suis aveugle ou malvoyant. Je suis au cœur de l'enquête. Je suis parent d'enfants aveugles ou malvoyants. Ma réponse est essentielle pour contribuer à éclairer l'avenir de nos enfants. Je suis aidant. Je suis aussi concerné pour aider à remplir le questionnaire pour celles et ceux qui ne le peuvent pas seuls. À quoi et à qui va servir cette enquête nationale ? Pour mieux agir, il faut mieux connaître. Cette enquête a donc un triple objectif.
Premier objectif, dans de nombreux domaines comme l'éducation, le transport, l'accès numérique, l'insertion professionnelle, il apparaît nécessaire de mobiliser plus efficacement les pouvoirs publics autour de vos attentes, d'adapter les accompagnements à vos besoins et de rechercher les conditions d'une réelle autonomie dans votre quotidien. Deuxième objectif, sensibiliser les personnes voyantes à vos réalités, pour favoriser la compréhension et les interactions, quel que soit le contexte. Troisième objectif, vous offrir un reflet de la pluralité des expériences vécues par les personnes déficientes visuelles, pour vous situer. En quoi cette étude est-elle inédite? Raison numéro 1, selon l'INSEE, en 2000, la France comptait 1,7 million de personnes ayant des troubles de la vision. Or, il n'existe pas de données à grande échelle, fines et actualisées, sur les conditions et modes de vie, les attentes, les opinions des personnes concernées. Raison numéro 2, lancée à l'appel d'une dizaine d'acteurs de la déficience visuelle et soutenue par des partenaires publics et privés, cette enquête est co-construite avec des personnes déficientes visuelles, des parents, des professionnels engagés à leur côté et des chercheurs universitaires. Raison numéro 3, l'approche de l'enquête est fine, avant tout sociologique et non médicale. Elle aborde les réalités de vie avec une très grande diversité de thématiques, comme la vie quotidienne, le logement, la mobilité, l'accès aux droits, à la santé, à la scolarisation, à l'emploi, la vie sociale et affective, etc. Est-ce essentiel de répondre à l'enquête? Dois-je en parler? Plus vous serez nombreux à répondre à l'enquête, et plus cette étude aura de la valeur et de la pertinence, car elle reflètera la diversité des expériences et des perceptions, pour mieux mobiliser le pouvoir public et l'ensemble de la société. Déjà, près de 1000 personnes ont répondu à l'enquête en 2021. Pourquoi pas vous? Concrètement, je fais comment pour répondre? Par Internet, rendez-vous sur le site études-omer.org. Sur la première page du site, il y a un encart disant « Accéder au questionnaire en ligne ». Cliquez dessus pour arriver sur la première page du questionnaire. Vous pouvez répondre à l'enquête en plusieurs fois au cours d'une même semaine sans perdre vos réponses. Vous pouvez sinon répondre par téléphone en prenant rendez-vous au 06 35 36 59 97. Notez que vous pouvez répondre à l'enquête dès à présent et jusqu'à mai 2022. Combien de temps dois-je répondre à l'enquête? Cette étude se veut complète, les thèmes sont nombreux. Prévoyez en moyenne 1 heure de votre temps. Mais donner son avis et être entendu, c'est essentiel. Alors préparez que vous ne le regretterez pas. Quand pourrais-je connaître les résultats de l'enquête? La collecte des réponses a lieu jusqu'à mai 2022. Les données seront ensuite analysées, puis les résultats seront publiés. Le site de l'étude Omer vous tiendra bien sûr informé. Pour finir, on vous dit un immense merci pour votre participation de la part de chacun des acteurs du collectif. L'Association nationale des parents d'enfants aveugles, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, l'Association Valentin VIII, la Fédération des aveugles et amblyopes de France, le GAPAS, groupement des associations partenaires d'action sociale, l'Institut national des jeunes aveugles, des PEP 69 Métropole de Lyon, voire ensemble Retina France. Donc, Et on laisse le mot de la fin à un répondant. Je suis Elisabeth, bénéficiaire et bénévole à l'association Valentin Rémy du comité de Lyon. Je suis malvoyante, très voyante. Pour moi, répondre à ce questionnaire Omer, c'est que plus on sera nombreux, plus l'éventail des personnes déficientes visuelles sera représenté. Les données qui seront étudiées par la suite auront un impact sur notre quotidien actuel. Alors surtout, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Et les acteurs qui vont étudier ce questionnaire seront au plus proche de vos attentes. Donc, nous voilà pour cette présentation de l'étude nationale. Je vais laisser peut-être en introduction la parole par rapport à la vidéo qu'on vient de voir à Peggy. Donc Peggy pourtant c'est ça. Des chiens guides d'aveugles. Vous avez le micro qui est devant vous pour justement peut-être revenir sur quelques chiffres qui ont été évoqués sur la vidéo au niveau de cette étude. Bonjour à tous, donc Brigitte Barre, directrice des chiens guides d'aveugles, le centre Paul Corteville à Ronc et en Normandie. Je
avons donc ici la Fédération des chiens guides, Fédération française des chiens guides d'aveugles. Merci pour votre présence. Donc, un certain nombre de chiffres vous ont déjà été transmis ce matin. Je vais faire de la répétition parce que plus on répète, plus ça rentre. Donc effectivement, on croit savoir qu'un aveugle naît toutes les 15 heures en France. On a aujourd'hui 1,7 million de personnes qui seraient atteintes d'un trouble de la vision. Passé ce constat chiffré, on se rend compte aussi qu'on ne sait pas grand-chose de leur mode de vie, où vivent-elles, comment vivent-elles, quelles sont leurs ressources, d'où la nécessité d'une telle enquête qui est effectivement, qui se veut être le point de départ d'un vrai observatoire national permettant à toutes les associations que nous représentons aujourd'hui d'améliorer nos prises en charge, d'améliorer les possibilités qu'on offre aux personnes atteintes d'un trouble de la vision, mais qui répondent à un réel besoin. Aujourd'hui, on réfléchit tous de notre côté en se disant bah tiens, peut-être qu'une personne déficiente visuelle elle a besoin de ça ou de ça. Bon sang, vous êtes personne déficiente visuelle les mieux placées pour nous dire ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est tout l'objectif, ou un des objectifs de cette enquête. Merci beaucoup Peggy. Je vais laisser la parole à Nelly justement pour peut-être approfondir, on va rentrer un petit peu plus dans les objectifs de cette étude. Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc je représente l'association Voir Ensemble et Monsieur Charlin, notre président, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc voilà, comme tous, je pense, on est très heureux de participer à cette union entre les associations autour d'un même projet, puisqu'on intervient tous chaque jour auprès des personnes déficientes visuelles. Cette étude va être menée courant 2022, donc déjà cette année et en 2022. Elle va apporter des données concrètes, objectives et surtout spécifiques à la déficience visuelle. Donc ce questionnaire, comme ça a déjà été présenté, va balayer tous les thèmes concernant la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles, donc la scolarité, la préparation à l'emploi, le travail, le vieillissement, les difficultés de déplacement, les loisirs, et comment surtout les personnes déficientes visuelles vivent la réalité dans ce qui existe aujourd'hui. Donc ça permettra d'avoir un état des lieux du ressenti et du vécu des personnes déficientes visuelles aujourd'hui. Donc comme tous les acteurs de la déficience visuelle, on sait que son handicap a un fort impact sur la vie quotidienne pour la personne elle-même, mais aussi pour sa famille et son entourage. Cette étude représente une avancée importante puisqu'elle va apporter une meilleure connaissance du public dans la diversité de vie auxquelles il est confronté et surtout à toute tranche d'âge confondue. Donc elle va permettre d'avoir une vision la plus complète possible et va constituer un état des lieux. Les objectifs principaux, c'est sortir d'une vision généraliste du handicap et de mettre en avant les spécificités du handicap visuel, changer de regard du public par rapport à la déficience visuelle, utiliser les données recueillies pour mobiliser les pouvoirs publics au regard de toutes les améliorations qui devraient être apportées au sein de notre société, cerner au mieux les besoins des personnes et de réfléchir avec les associations du type d'accompagnement dont les personnes auraient besoin et qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et surtout améliorer et adapter nos actions au sein de Voir Ensemble, mais dans toutes les associations et pour tous les acteurs de droit commun sur l'accompagnement et les offres de services qui pourraient être mises en place au sein de notre société en direction des personnes déficientes visuelles. Donc vous l'avez bien compris, le but étant de se servir de cet état des lieux afin d'améliorer la qualité de vie des personnes visuelles dans tous les domaines et situations rencontrées. Et voilà, et le résultat de cette étude va permettre de proposer un véritable observatoire de la déficience visuelle. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.
Je vais me tourner vers Yvan Talpart de la GFIP, puisqu'on a évoqué, effectivement, dans le questionnaire, vous avez de très nombreuses thématiques qui sont traitées pour avoir justement une vision exhaustive, notamment l'accès à la santé, etc. Et puis, il y a un élément qui a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure en introduction, c'est la question de l'emploi. Et la GFIP, vous êtes partenaire de cette étude depuis l'origine. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de la GFIP et puis de cette thématique par rapport à l'emploi ? Avec plaisir. Alors d'abord, vous remercier pour cette invitation. Je suis ravi. Voilà, ce que je dis là n'est pas galvaudé. Alors oui, donc la GFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, donc qui existe depuis 1987 avec cette loi qui pose l'obligation pour les entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher 6% de travailleurs handicapés. Si elles ne le font pas ou si elles ne le font que partiellement, à ce moment-là, elles versent une contribution annuelle au regard de l'atteinte ou pas de ce taux d'emploi, contribution qui est collectée par la GFIP et qui est donc redistribuée sous forme de deux grandes dimensions que sont des aides directes aux bénéficiaires. Quand je dis bénéficiaires, je parle des personnes en situation de handicap et des entreprises de droit privé de toute taille, et des prestations, des services mis à disposition de ces mêmes bénéficiaires. Voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement global de la GFIP avec une mission qui est assez simple, qui est de faire en sorte qu'effectivement les personnes en situation de handicap puissent accéder à l'emploi ou y être maintenues. Vous parliez en introduction du vieillissement de la population au travail, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la demande d'emploi trouve son alimentation dans ce vieillissement au travail, donc c'est un vrai sujet. Voilà, donc, alors, du coup, le métier de la GFIP, le métier premier, c'est celui de la compensation. Voilà, avec un écueil, quand on parle de compensation, qui est l'écueil qu'on connaît tous, on dit le handicap. Vous venez de dire à l'instant, très justement, dire le handicap, c'est une ineptie, parce que le handicap, c'est la singularité. Donc, ce qui fait la réalité du handicap, c'est la situation individuelle de chacun. Voilà, et donc la compensation, elle a de multiples visages, de multiples moyens, des voies très 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 variées. Et cette compensation, elle a, pour pouvoir être mise en œuvre, eh bien, elle peut faire appel à des sachants. Le premier sachant, vous l'avez dit également, bien évidemment, c'est la personne elle-même, c'est le premier acteur de sa situation. Le plus à même de dire son besoin, donc ça c'est essentiel, et des acteurs, et puis des acteurs riches également. On est sur l'étude de 9 associations, vous avez dit. Voilà. Si on a 9 associations sur la question du handicap visuel, c'est pas parce que la nature horreur du vide, c'est parce que probablement les besoins sont nombreux et variés. Voilà. Donc on a cette traduction également sociétale de ce besoin qui est important. Voilà. Et donc la GFIP a beaucoup d'humilité dans ce qu'elle fait. Beaucoup d'humilité parce que, vous traduisez bien dans ce que je dis, la complexité de ces situations. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, nous avons un vrai questionnement sur le besoin. Alors, je dis le besoin, là encore, ineptie de ma part, sur les besoins. Voilà, et donc cette étude est pour nous à la fois un enjeu et une richesse. Parce que c'est parce qu'on parvient à définir le besoin qu'on apporte les meilleures réponses d'adéquation pour la visée qui est la nôtre, qui est celle de l'emploi. Alors bien sûr, la visée, le regard doit être beaucoup plus large. Le sujet qui nous occupe, il va de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et l'âge senior. Voilà, pour autant, la GFIP, ce qui nous intéresse, notre prisme, c'est l'emploi. Voilà, et donc on est évidemment particulièrement attentif à cette étude, parce qu'en général, quand on parle de handicap, quand on finit par parler de handicap, c'est rarement en début de course, c'est plutôt en fin de course, et c'est rarement sur des données objectives. Voilà, et donc tout ce qui est de nature à objectiver, à qualifier le besoin, est pour nous une source de richesse énorme, parce que ça nous permet derrière de mettre en place effectivement des moyens de compensation. Alors,
Et je terminerai là-dessus, je dirais que alors des moyens de compensation sous forme d'aide, de prestations, d'accompagnement, etc., etc., etc. Alors, il n'y a pas de limite là-dessus. Alors ces moyens de compensation, ce sont évidemment toujours des réponses individuelles, individualisées, singulières. Ça, c'est un premier élément. Et cet élément, il a une vertu un peu connexe, importante, qui a émergé avec la loi de 2005, qui est la dimension d'accessibilité. C'est-à-dire qu'au-delà de la somme de ces compensations individuelles, travailler la compensation individuelle avec les acteurs de droit commun, c'est un moyen pour nous de professionnaliser l'ensemble du droit commun et donc de rendre, ce faisant, la dimension inclusive et d'accéder à plus d'accessibilité au sens collectif du terme. Merci beaucoup. Alors, mener une grande étude au niveau national, c'est effectivement essayer de toucher le plus grand nombre de personnes, des gens qui ne sont pas forcément justement dans les associations, etc. Et pourtant, c'est important que toutes ces personnes entendent parler d'études et puissent répondre à cette étude. Et pour qu'on puisse je dirais avoir le meilleur remplissage possible, on a besoin de partenaires type Optique 2000 qui, effectivement, par l'intermédiaire de ce que vous avez nous présenté, M. Jérémy Boursin, par rapport à, je crois que c'est des centres, comment vous les appelez, les centres de la vision, c'est ça, qui sont un petit peu implantés de partout. Et puis par rapport à votre réseau d'opticiens, eh bien, c'est de communiquer le plus largement possible sur cette étude et ainsi de contribuer à un remplissage régulier de ce questionnaire. Je vous laisse la parole, M. Boursin. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, merci à toutes et tous de nous laisser l'occasion de nous exprimer sur l'engagement de... Mettez plus près, voilà. Pardon. Merci donc à toutes et tous de nous permettre d'exprimer l'engagement d'Optique 2000 au travers de l'étude Omer, et ce, plus précisément sur le lot 4, qui constitue notre cœur de métier. Donc aujourd'hui, environ 80% des malvoyants qu'Optique 2000 a accompagnés au quotidien ont plus de 65 ans, ce qui nous donnait une légitimité sur le sujet du lot 4. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir adapter au mieux notre prise en charge des déficients visuels. Donc les premiers résultats sont d'ores et déjà particulièrement inspirants et nous permettent de faire évoluer notre accompagnement des personnes malvoyantes. Nous sommes engagés auprès de ces personnes depuis 2009 et à l'époque nous nous étions basés sur les informations de l'enquête HID de 2005. Alors sur la base de cette enquête, nous avons support auprès des malvoyants en étant particulièrement formés à la fois à l'accueil des personnes déficientes visuelles, formés également aux équipements optiques spécifiquement adaptés. Ils vont faire l'objet d'une formation continue, participer à des colloques et des accompagnements via un comité d'experts. Donc ça, c'est un maillage qui est présent sur le territoire national. Et puis le deuxième axe, lui va concerner, comme vous l'avez précisé, les CECOM, qui sont des centres d'orientation pour les personnes malvoyantes. On en dispose de 3 en France, il y en a un à Paris, il y en a un à Besançon, il y en a un ici à Lille. Donc ils sont totalement gratuits et absolument décorrélés de toute démarche commerciale. L'accueil se fait en dehors du magasin Optique 2000. Par exemple, ici, le CECOM de Lille est hébergé au sein de l'Institut de l'ophtalmologie de la Louvière. Donc la prise en charge est unique parce qu'elle se fait en coordination entre l'orthoptiste et l'opticien pour aider le malvoyant dans son parcours de réadaptation et également dans la préconisation d'aide optique spécifique. Aujourd'hui, les CECOM accueillent environ 30 malvoyants par semaine et ce, je le répète, de manière totalement gratuite. Alors, au-delà du soutien financier, Optique 2000 met également à disposition des ressources humaines pour recueillir un maximum de données puisque c'est le nerf de la guerre. Et donc expert Vision, dont je vous parlais tout à l'heure, relaie donc l'information pour obtenir un maximum de recrutement et de répondants à cette étude Omer.
Et également, ils ont un rôle de relais auprès des prescripteurs et du corps médical à l'échelle locale. Et puis, les SECOM, eux, peuvent aider également au remplissage des questionnaires. Donc, à date, ils sont assez peu sollicités, ce qui semble indiquer que le questionnaire est à la fois simple et accessible aux répondants. Nous, on souhaite aujourd'hui contribuer de la manière la plus active possible à l'obtention de nouvelles données concernant les déficients visuels. L'objectif étant de permettre une meilleure prise en charge de la malvoyance. Ça s'inscrit dans une période où la territorialisation de l'offre de soins devient un enjeu de santé publique. Et nous avons vraiment envie de faire évoluer notre prise en charge des déficients visuels au sein de notre région nationale, et ce en intégrant pourquoi pas les spécificités locales grâce à cette étude OMER. Encore une fois, merci à toutes, merci à tous. Un grand merci, monsieur Boursin. Je vais me tourner vers vous, Julien Robert, parce qu'on a évoqué, peut-être que ça ne parle pas forcément au public dans la salle, monsieur Boursin a évoqué le lot 4 par rapport aux seniors. On est sur une étude, effectivement, alors c'est peut-être un petit peu la source interne, mais sur différents lots. L'idée, c'est surtout qu'en fait, on touche toute la population, qui va du jeune enfant jusqu'au senior, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Au niveau des lots, du coup, on a distingué. Alors, le lot, c'est parce qu'on a fait un marché et qu'il y a un consortium derrière qui s'est mobilisé sur le sujet, mais ça va du coup de 0 à 14 ans, de 15 à 29 ans, de 30 à 59 ans et au plus de 60 ans. L'idée, c'est que derrière, quand quelqu'un participe à l'enquête et à l'étude, il soit orienté sur des questions qui soient pertinentes par rapport à son quotidien et sa situation. Forcément, du coup, pour un public enfant, on pense à toutes les thématiques autour de la scolarité. Sur le public adulte, on arrivera sur le travail. Et cette enquête, vraiment, elle touche on pourrait y revenir, mais tous les sujets, ça va de l'habitat, même sur la vie. On n'est pas que sur les aspects santé, hein, il y a aussi la vie sociale, comment la personne a vécu son parcours aussi, et à quel moment elle a pu être en difficulté du fait de son handicap. Pour répondre à tous ces enjeux, on s'est concentré dans un premier temps sur la population en France métropolitaine. On pense qu'il y a beaucoup de besoins au niveau de l'outre-mer, mais forcément, on l'a dit en introduction, hein, c'est une étude qui a été majoritairement financée par des acteurs associatifs eux-mêmes, et donc on s'est dit qu'il fallait fonctionner par étapes, mais derrière, il y a cet enjeu aussi sur les populations d'outre-mer qui sont très concernées par la question également. Et pour répondre à tout cet enjeu, pour construire cette enquête, du coup, il y a un consortium de recherche présenté aujourd'hui par M. Chapon, qui regroupe Medialis, VA Conseil, l'Université Lyon 2, et ainsi que l'association IMREC, parce qu'il y a besoin de plein de compétences. Hein. Il faut des statisticiens, des personnes en capacité d'analyser l'enquête, des communicants aussi pour toucher le maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a un collectif du coup national qui s'est réuni à échéance très régulière, hein, y compris pendant la petite période qu'on a vécue suite aux événements liés au Covid-19. Et donc le collectif, donc c'est interassociatif, mais je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a l'INJA qui n'est pas une association. Mais du coup on s'est réunis très régulièrement et c'était, au-delà de l'enquête OMER, l'occasion de se voir entre acteurs associatifs de la déficience visuelle, de mieux se connaître. Je pense qu'il y a eu d'autres liens qui se sont créés par ces échanges et on y reviendra. C'était le cas au niveau national, mais je pense que c'était le cas aussi au niveau régional ces derniers temps quand on s'est réunis pour construire cet événement de lancement et la réussite de cette enquête au niveau régional. Et au niveau de ces réunions à échéance régulière, il y a eu beaucoup de choses aussi à construire, que ce soit sur qu'est-ce qu'on allait mettre dans l'enquête, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il faut aller investiguer. Tous les aspects liés à l'acné, liés au RGPD, c'était pas forcément la partie pas forcément la partie la plus fun de ce comité de pilotage, mais c'était aussi un enjeu hyper important. Et puis là, dernièrement, forcément, tous les événements de lancement qui nous occupent pas mal. Je ne recite pas toutes les associations, elles apparaissent, on les a citées tout à l'heure, mais voilà, c'est important de chacun amener sa pierre à l'édifice. Je
crois qu'effectivement, juste peut-être un dernier petit complément sur. On viendra en cours de la matinée sur les aspects scientifiques, mais on est bel et bien sur une étude non seulement sérieuse, comme ça a été évoqué en introduction, mais qui a une vocation aussi scientifique. C'est-à-dire que pour défendre et pour justement pouvoir porter un message sur des besoins, des attentes et sur toutes les thématiques qu'on a évoquées au niveau de la déficience visuelle, on se doit d'être extrêmement rigoureux, à la fois donc, effectivement dans la collecte des données, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui avec le RGPD, mais c'est surtout derrière de pouvoir dire, oui, voilà, concrètement, ça a été mesuré, c'est quelque chose qui a été fait sérieusement, et maintenant, il faut qu'on avance sur ces différents sujets. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous vouliez peut-être rajouter un petit mot, Julien ? Non, simplement on a parlé des focus régionaux et du fait d'appuyer aujourd'hui davantage sur les Hauts-de-France. Ça ne veut pas dire que les réponses qui ont été remplies il y a 3 mois par des gens de Hauts-de-France sur l'enquête au maire sont jetées. Bien au contraire, l'enquête, elle est ouverte depuis un certain temps pour toutes les gens de la métropole, de la France métropolitaine. Mais l'idée, c'est juste d'appuyer un peu plus sur chaque territoire pour mobiliser, parce qu'on pense qu'il y a des acteurs différents selon les territoires, des enjeux différents, et qu'il faut que tous les territoires soient représentés. Mais sinon, chacun a eu la possibilité d'y répondre, même si sa région n'a pas été officiellement lancée. C'était important. Alors justement, on va voir cette dynamique au niveau régional. Alors, Peggy, Nelly et Julien, bien sûr, vous restez avec nous. Je vais inviter à me rejoindre. Alors, vous allez voir, ils sont un petit peu nombreux, donc ils pourraient rester en partie debout. Christine, alors je ne vais pas prononcer le nom parce que je vais en parler. Mais voilà, Christine se reconnaîtra du GAPAS, je vais vous présenter dans un instant. Thomas Fichot, Justine, allez, je me lance quand même. Vande Castille, j'aurais pas dû me lancer. Valiba Bava, Jérôme Mulet d'Unicité, et je vous invite à nous rejoindre sur scène. Vous pourrez repréciser votre nom correctement dans un instant. Effectivement, on a évoqué au niveau national toute la dynamique. On sait qu'il y a une forte dynamique au niveau régional. Et je vais peut-être vous laisser. Alors, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Allez-y, asseyez-vous. Ouais, on est en place, c'est pas vous. Et nous, on va rester debout avec Julien. Je vous laisse peut-être faire un petit peu. Vous en êtes, Julien, je vous laisse la parole. Oui, juste vous dire, c'est un peu ce qu'on a commencé à évoquer, c'est que à l'approche de l'événement sur les Hauts-de-France, on s'est un petit peu tous mobilisés et on a eu l'occasion de se voir 2 fois pour présenter cet événement et d'échanger aussi à distance et d'essayer de trouver tous les interlocuteurs qu'on avait de par nos réseaux et de par nos contacts pour mobiliser au mieux les personnes déficientes visuelles. Du coup, moi j'avais un peu cette casquette GAPAS, mais j'étais vraiment très heureux de voir que tout le monde se mobilisait rapidement et voilà, qu'il y a du répondant. C'était aussi l'occasion de mieux se connaître. Pour ma part, j'ai visité l'India de l'île Royale à 2 pas d'ici pour la première fois. On a eu l'occasion de se voir un peu dans nos locaux respectifs. C'était vraiment des chouettes moments et je pense de bons présages pour l'avenir. Voilà, on peut peut-être faire un tour de table. On va faire le tour de table, mais je vais accentuer effectivement ce que vous avez dit, Julien. C'est quelque chose qui est important. C'est derrière une étude, il y a effectivement l'étude telle qu'on l'évoque, mais c'est aussi une manière d'apprendre à travailler ensemble, à se connaître, à identifier des choses en commun. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement important, parce que tous les liens que vous tissez et qui ne sont pas finis de se tisser justement autour de cette étude, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. Justine Vande-Castel, vous y étiez presque. J'étais presque. Je travaille au sein de l'équipe Relais Handicap Rare Nord-Ouest. Donc voilà, on a un territoire, toutes les Hauts-de-France en tout cas, et la Normandie. Ça a été un plaisir d'être associé au groupe de travail pour l'événement de lancement. L'objectif, en tout cas, moi, en plus de tous vous rencontrer, c'est de pouvoir mobiliser les familles, les professionnels de toutes les Hauts-de-France et de ne pas oublier certains territoires que de temps en temps on peut avoir tendance à oublier. Voilà, et puis je pense qu'également nos groupes de travail, outre
la préparation de l'événement, ça a été l'occasion d'échanger, d'apprendre à se connaître et puis peut-être de futurs projets par la suite également en fait. Bon bah parfait, merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis la Christine au nom imprononçable. Non, je sens que ça va me... Je m'appelle Christine Yavjar et je travaille au CAPAS, notamment à l'IME La Pépinière, dans le champ de la déficience visuelle. Voilà, donc j'ai rejoint l'aventure Homer il n'y a pas si longtemps. Voilà, et pour moi, c'est vraiment l'occasion de travailler avec les partenaires du secteur et d'utiliser nos forces pour sensibiliser et vraiment sensibiliser le plus grand nombre au fait qu'il est vraiment important de répondre à l'étude. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jérôme Mullet, je suis directeur de l'association Miss Hauts-de-France, qui est une association qui mobilise des jeunes en service civique. On accueille à peu près, dans nos promotions, à peu près 7 à 8% de jeunes en situation de handicap. Voilà, et on est très heureux aussi de participer à ces grands élans aussi pour mobiliser aussi des jeunes qui seront au service de l'étude et qui contribueront à réaliser l'étude aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, donc Thomas Fichot, directeur de l'IGA à Lille, établissement géré par la SRL. L'IGA, c'est un centre sensoriel composé d'unités d'enseignement externalisées, maternelle, primaire, collège, avec un semi-internat, un internat. Et on accompagne sur notre centre une 50aine d'enfants déficients visuels. Et un CESAD avec plusieurs antennes, une antenne sur Saint-André-les-Lilles, sur Saint-Omer, sur le littoral, avec un territoire relativement large, on intervient sur la métropole lilloise, mais également sur l'Audomarois, sur la Rajoie-d'Ouésy, et enfin sur le littoral. Et notre CESAD accompagne 140 enfants déficients visuels. Donc évidemment, quand j'ai été contacté par Julien, il n'était pas possible que l'IGA ne soit pas présent à la SRL par rapport à cette enquête. Et donc évidemment, un grand plaisir de pouvoir travailler ensemble et de développer cette enquête au niveau de la région. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Nathalie Dorn, directrice des services Hauts-de-France de l'association Voir Ensemble. Donc nous, au niveau de l'association, on a un ESAT qui est basé sur l'Os et qui accueille les travailleurs qui habitent sur le Nord et le Pas-de-Calais. On a deux SAVS, un SAVS qui intervient dans le Nord et un dans le Pas-de-Calais. Donc les adultes de plus de 18 ans. Et on a un service d'appui à l'emploi qui intervient sur toute la région Hauts-de-France. Et voilà. Je passe la parole à Pélie. Bonjour de nouveau. Les centres Paul Corteville, pour les présenter rapidement, présentent deux centres d'éducation, l'un qui est basé à Ronques et l'autre qui est à Onguemar-Guenouville, une petite ville normande à côté de Rouen. Nous remettons actuellement une quarantaine de chiens guides par an et également une quinzaine de cannes blanches électroniques avec une compétence sur 14 départements des Hauts-de-France et de Normandie. Je crois qu'on a fait le tour, Julien. Est-ce qu'on voulait rajouter un petit mot, Julien? Juste un petit mot peut-être sur les services civiques, on les a brièvement évoqués, mais ce sera une innovation, je pense, dans les Hauts-de-France. On sera un peu expérimental sur ce sujet par rapport sur le plan national. L'idée, c'est qu'à partir du mois de janvier, il y ait deux services civiques du coup mis à disposition du consortium national pour la région pour venir aller solliciter les personnes, solliciter les gens avec qui on est en contact, soit par téléphone ou directement, faire de la sensibilisation, de la communication, essayer d'aller toucher tous les territoires et également toucher les personnes qui ont d'autres handicaps associés à la déficience visuelle. C'est un petit peu ma casquette handicap rare aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui ont besoin de canaux de communication, d'interface, de pouvoir communiquer différemment, de prendre le temps aussi. Donc je pense que ces services civiques pourront être un super appui aussi pour aller toucher toutes les personnes dans cette étude.
Ouais, c'est effectivement quelque chose qui est très important et enfin, moi je connais le travail d'Unicité depuis assez longtemps sur d'autres sujets. Moi je trouve ça absolument génial. Donc, et puis je trouve que derrière il y a aussi, enfin, je sors peut-être un petit peu du sujet, mais il y a aussi cet échange entre les jeunes et différentes populations. C'est aussi ça qui crée de l'inclusion, qui crée je dirais, ce besoin qu'on a aujourd'hui de se retrouver, surtout avec ce qu'on a vécu d'un point de vue sanitaire. Et je trouve que ça crée de la cohésion. C'est vraiment une superbe initiative. Donc je suis ravi que vous puissiez collaborer sur cette étude Homer. Et bien, écoutez, un grand merci. Je sens que la dynamique au niveau régional est forte et belle. Et donc on compte sur vous tous, à la fois effectivement ceux qui sont présents sur scène, mais vous tous également, pour justement parler de cette étude, diffuser cette étude. Et on va rentrer, merci en tout cas, on va rentrer dans une partie justement scientifique, parce que il a été, effectivement l'étude a été lancée officiellement, donc c'était le 11 février 2021. À Lyon, en territoire test sur la région Rhône-Alpes. On a aujourd'hui quelques mois de retour. Bien évidemment, comme le disait Julien tout à l'heure, on a un certain nombre toutes les réponses ont bien évidemment été enregistrées, y compris, on sait déjà qu'il y a des gens de la région qui ont répondu à cette enquête. Et l'idée, c'est peut-être de partager justement avec vous déjà quelques, alors je ne sais pas si on peut parler de résultats, mais en tout cas quelques pistes, quelques éléments qui ressortent de l'étude, donc sur les aspects scientifiques. On va peut-être vous présenter dans un instant une petite vidéo méthodologique pour vous expliquer un petit peu justement comment est réalisée cette étude, et ensuite nous échangerons avec une des chercheuses qui est peut-être déjà connectée, je ne sais pas si Caroline est déjà là. On verra dans un instant. C'est une petite vidéo, je crois, Julien, juste dans un instant. Petite interprète en attendant la diffusion des vidéos. En fait, je vais juste vous parler un petit peu de la méthode en attendant la vidéo. On est sur, comme on le disait tout à l'heure, on a évoqué différentes thématiques. Ah bah, je crois que la vidéo est en train d'arriver. En fait, il y a eu toute une étude, toute une partie, mais c'est vrai que Caroline vous l'expliquera mieux que moi. En fait, on a dû justement un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire se dire quelles sont les questions qui sont les plus essentielles, progressivement, pour essayer finalement d'avoir à la fois le maximum de questions, mais sans qu'on soit sur quelque chose qui était gigantesque en termes de questions. Et c'est une méthode justement qui est utilisée, mais je vais laisser. Alors c'est Nicolas Baltonnet que vous allez voir parler dans un instant. Qu'est-ce que l'étude Homer? Alors, l'étude Homer est une étude qui a été initiée par des associations de personnes déficientes visuelles, partant d'un constat qui est qu'il manque des données. Alors, il y a deux problèmes, soit il manque des données, soit ces données sont un petit peu anciennes. Concernant, on va dire, de manière très large, les personnes déficientes visuelles en France, il y a une commission de vie des personnes déficientes visuelles en France. Pour combler ce manque de données, les associations se sont regroupées et ont lancé un appel à projet pour lancer une étude à laquelle notre université, notre laboratoire, le laboratoire DIF, a candidaté. Pour une raison bien particulière, c'est qu'au sein du laboratoire, nous sommes plusieurs à nous intéresser très particulièrement aux problématiques liées à la déficience visuelle, avec donc Anarita Gaiano, Caroline Pigeon et puis Daniel Baranti. Nous sommes plusieurs donc, à travailler sur ces questions-là. Et donc au sein du laboratoire, on a répondu à cette et on a invité à répondre à cette question. Pourquoi parle-t-on de démarche participative? Oui, alors la démarche participative, c'est vraiment au cœur de cette étude, puisqu'il y avait vraiment l'idée de mettre les personnes déficientes visuelles à contribution dans ce projet comme des experts. Et pour cette démarche participative, en fait, on a fonctionné avec une méthode qui est la méthode Delphi, qui, pour la résumer très rapidement, a pour principe d'abord de proposer dans le cadre de focus group des réunions. On a découpé en tranches d'âge les problématiques répondant à différentes tranches d'âge. On a créé des focus group pour ces différentes tranches d'âge. Et dans ces différentes tranches d'âge, donc, ces groupes ont été un lieu vraiment de créativité, avec pour objectif de faire ressortir le plus de problématiques, de questions et de thématiques
d'études de problématiques d'ailleurs, qui touchent à la déficience visuelle, dans chacune de ces tranches d'âge. Et donc, la finalité de ces focus group était de faire émerger des questions, de faire émerger des thématiques, ces thématiques émergentes de personnes qui sont bien sûr des personnes déficientes visuelles, mais aussi des professionnels qui peuvent les accompagner, des ophtalmologues, des personnes qui travaillent dans les établissements aussi qui accompagnent les personnes déficientes visuelles. Ensuite, la deuxième étape de cette étude a consisté, c'est ça en fait qu'on appelle la méthode Delphi, a consisté en fait à mettre en forme l'ensemble de ces questions et ensuite par un principe de filtre, en soumettant ces questions à un panel de personnes, alors on appelle ça un panel d'experts, qui est constitué en fait de personnes déficientes visuelles, de professionnels, ont eu accès à ce questionnaire et ont eu indiqué pour chacune des questions de ce questionnaire s'ils pensaient que ces questions étaient pertinentes, par exemple en mettant une note très élevée à 9 ou très peu pertinente en mettant une note faible. Et donc avec ce premier passage, donc, on a pu faire un peu le tri dans ces questions pour retenir vraiment que les questions jugées comme étant les plus pertinentes. Et donc on fait ça avec 2 passages, et avec ces 2 passages-là, on aboutit à la création d'un questionnaire, qui est le questionnaire qu'on utilise dans l'étude de Homer, qui est donc un questionnaire qui est quand même déjà assez conséquent, avec beaucoup de questions, et à ma connaissance, c'est une première en France d'avoir un questionnaire aussi développé, et qui a pour objectif de toucher une population aussi large, de la petite enfance jusqu'au vieillissement. Le questionnaire est-il accessible? C'est une bonne question. Alors, la problématique de l'accessibilité du questionnaire est évidemment au cœur de son développement. On a travaillé sur cette question avec un collègue, Gérard Buzan, qui travaille à l'Université Paris 8, et puis également aussi avec Medialis, et qui ont contribué à rendre ce questionnaire en ligne accessible. Donc c'est une première façon, évidemment, de répondre à ce questionnaire, qui fonctionne normalement avec les synthèses vocales, etc. Mais on a aussi la possibilité, quand on parle d'accessibilité, c'est aussi de répondre à ce questionnaire tout simplement par téléphone avec une personne qui fait partie de l'équipe, un enquêteur qui vous appelle et puis qui vous posera les différentes questions qui sont dans ce questionnaire, comme si vous le passiez à l'écran. Quel est le premier bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes? Début septembre 2021, on avait 400 répondants en région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces répondants, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Et un tiers de l'échantillon était composé d'adultes de 30 à 59 ans, un tiers de 60 ans et plus, 20% environ concernait les enfants de moins de 16 ans et seulement 6% des 16-29 ans. On a un petit manque au niveau des jeunes déficients visuels dans l'échantillon. Quelles sont les premières données issues de l'étude? Et alors, on a commencé à analyser les données pour sortir quelques résultats qui sont bien sûr seulement préliminaires. Ce qu'on note, c'est une difficulté d'accès au diagnostic pour 4 enfants sur 10 et un tiers des adultes déficients visuels. Et les difficultés les plus citées sont la difficulté à trouver un professionnel qui soit à même de poser le bon diagnostic et le temps mis pour obtenir le diagnostic. On a regardé aussi un peu la scolarité, donc chez les enfants de moins de 16 ans, il y a 8 enfants sur 10 qui sont scolarisés en milieu ordinaire, et parmi ceux-là, 8 enfants sur 10 qui sont accompagnés d'une AESH, donc des personnes qui accompagnent les enfants à l'école, que ce soit à temps plein ou à mi-temps. Au niveau de la mobilité, ce qui ressort, c'est que 6 personnes sur 10 ne peuvent pas se déplacer seules sur tous les trajets, et que 7 personnes sur 10 se sentent parfois ou plus souvent en danger au cours de leur déplacement. On retrouve quelques notes positives, par exemple 7 adultes sur 10 sont tout à fait ou plutôt satisfaits de leur qualité. Combien y a-t-il de participants pour le reste de la France aujourd'hui? Dans toute la France, on approche les 1000 c'est super d'avoir autant de répondants, mais il nous en faudrait beaucoup plus pour pouvoir faire les analyses les plus fines possibles pour obtenir des résultats les plus précis possibles. Donc, nous vous encourageons à répondre. Quels seront les apports de l'étude Homer? Alors, je dirais comme ça que Homer va avoir trois intérêts principaux.
Déjà, c'est une collecte de données à grande échelle sur une variété de sujets dans le cadre de la déficience visuelle. Donc en ça, c'est déjà une innovation assez importante. Comme je le disais tout à l'heure, les données qu'on a sont soit anciennes, soit incomplètes. Donc là, on a l'occasion, avec cette étude, d'avoir à grande échelle des données sur la déficience visuelle et variées, sur tous les âges de la vie, et de nature également variée. Donc ça, c'est vraiment un premier point fort. Et le deuxième point, du coup, c'est que cette étude constitue une base tout à fait intéressante et tout à fait solide pour aller explorer éventuellement des problématiques spécifiques liées par exemple au grand âge, à la petite enfance, où on parlait du fait qu'il y avait relativement peu de répondants pour l'instant chez les jeunes, pourquoi pas justement sur des questions d'orientation universitaire, scolaire, etc. Donc cette étude est vraiment une base, un point de départ en réalité qui va permettre ensuite d'approfondir dans différents secteurs. Enfin, le troisième point, et sans doute aussi le plus intéressant, serait du départ de cette étude et de l'énergie qu'elle va mettre en place et mettre en œuvre, serait ensuite la création d'un observatoire de la déficience visuelle, qui pourrait être une structure regroupant différentes personnes au niveau national, qui aurait pour objectif de garder, on va dire, une veille sur les problématiques liées à la déficience visuelle et l'évolution éventuellement des problématiques liées à la déficience visuelle qui peuvent être liées à l'évolution sociale, à l'évolution technologique aussi, et qui permettrait comme ça d'avoir des mises à jour sur des recherches très régulièrement et sur des problématiques très régulièrement, et d'avoir ce lieu, cet observatoire qui serait un peu un point de convergence des études sur la déficience visuelle en France. Donc, vous voyez, ce qui est important sur l'étude Omer, c'est que ça peut paraître finalement, quand on voit que on parle d'un questionnaire, etc., on se dit mais finalement c'est pas forcément concret pour moi aujourd'hui, et pourtant c'est justement l'analyse des différentes réponses, et plus on a de réponses, comme le disait Caroline, plus on va avoir des éléments fins et des éléments indiscutables d'un point de vue scientifique, plus on va concrètement pouvoir faire ressortir des éléments, des informations et des choses auxquelles d'ailleurs on ne songeait pas forcément, mais et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude Omer, c'est très concret. Et in fine, dans la vie quotidienne des gens, ça va être très concret. Caroline est en direct avec nous. Bonjour Caroline, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, merci. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous, même si c'est à distance. Toujours un plaisir de vous retrouver, en tout cas Caroline qui chapeaute un petit peu tout, avec toute l'équipe qui a été évoquée. On a vu Nicolas Baltenec intervenir il y a quelques instants en vidéo, mais vous êtes effectivement très impliqués sur l'étude Omer. Et je pense qu'on est tous impatients ici dans cette salle. Justement, je disais que c'était quelque chose de concret. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments? Je crois qu'on a quelques éléments sur l'emploi notamment à partager avec nous sur l'étude, justement les résultats que vous êtes en train d'analyser actuellement. Oui, tout à fait. Alors avant ça, je voulais juste mettre à jour quelques chiffres qu'on a présentés dans la vidéo qui a quelques semaines déjà. Donc hier, au 22 novembre, on avait 1205 questionnaires remplis. Dont 12% étaient remplis par téléphone. Donc je voulais vraiment rappeler cette possibilité de répondre par téléphone si ça fait un peu peur d'aller sur internet, si c'est pas possible, si c'est trop compliqué. Il faut vraiment utiliser ce mode de remplissage. Et petite précision aussi, on avait donc hier 55 répondants déjà dans les Hauts-de-France. Donc même avant l'événement de lancement, il y avait déjà une petite dynamique. Donc vous y êtes tous très certainement pour quelque chose, et donc c'est super. Donc on a une belle dynamique de collecte qu'on espère maintenir, voire intensifier d'ici dès 2022 pour avoir, comme je le disais, je le répète encore, le plus de répondants possible pour pouvoir vraiment prendre en compte toute la diversité des problèmes et des ressources des personnes qui sont déficientes visuelles. Donc Pierre-Marie en a dit quelques mots, je vais vous partager quelques chiffres, une analyse préliminaire des données qui concernent l'emploi. Donc cette analyse, elle porte sur les personnes qui avaient répondu avant le 19 octobre et bien sûr donc sur les 16 ans et plus. Donc on a 2848 répondants.
Je voudrais avant ça quand même préciser et dire qu'il faut vraiment prendre ces chiffres comme des résultats préliminaires. Tout ça peut évoluer pour plusieurs raisons, pardon. Et notamment simplement par le fait que la collecte n'est pas finie, donc tout peut changer. Et puis aussi parce qu'il y a dans ces répondants une disparité géographique. 40% des répondants étaient en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est la première région qui a été, pour laquelle il y a eu un événement lancement, donc ils ont pris un peu d'avance. Donc cette disparité géographique, elle pourrait, au fur et à mesure que les autres régions voient la nombre de répondants augmenter, tous ces chiffres pourraient éventuellement évoluer. Donc au niveau de ces répondants, on avait 4 répondants sur 10 qui étaient retraités, 3 sur 10 en emploi et 1 sur 10 en invalidité ou longue maladie. Donc le reste, ça se partage entre ceux qui étaient en recherche d'emploi, en études, en apprentissage, au foyer ou les travailleurs mosates. Et donc, parmi ces personnes, 7 sur 10 personnes avaient travaillé ou travaillaient depuis qu'ils avaient reçu leur déficience visuelle, enfin depuis qu'ils avaient été touchés par la déficience visuelle. Pour ceux qui travaillent ou qui travaillaient, la moitié était dans le secteur public, donc l'autre moitié dans le secteur privé, 9 sur 10 en CDI, 4 sur 10 étaient employés et 3 sur 10 étaient cadres. Parmi ceux qui ne travaillent pas, ils estiment 7 sur 10 que c'est clairement à cause de leur déficience visuelle qu'ils ne travaillent pas. Un petit focus maintenant pour ceux qui sont en emploi. Donc on a 7 sur 10 des personnes qui travaillent actuellement qui ont une reconnaissance en tant que travailleurs handicapés, donc RQTH. Les personnes en emploi expriment des difficultés. Pour la moitié, c'est lié aux logiciels professionnels qui sont inadaptés. Un tiers exprime des difficultés avec les outils techniques qui sont aussi inadaptés, les ressources numériques parfois mal adaptées et le fait de devoir faire des déplacements. Néanmoins, pour 3 répondants sur 10, il n'y a pas de difficulté dans la réalisation de leur travail au quotidien. Parmi les salariés, on a une majorité, donc 8 sur 10, qui ont parlé de leur déficience visuelle, soit à leur supérieur, soit à certains collègues, soit à l'ensemble de leurs collègues. Et donc 2 sur 10 qui n'en ont informé personne. Au niveau des dispositifs, donc 2 salariés sur 10 ont bénéficié du dispositif emploi accompagné. 6 sur 10 ont eu un aménagement de poste qui répondait totalement à leurs besoins, tandis que pour 2 sur 10, l'aménagement de poste effectué ne répondait pas totalement aux besoins. Enfin, un tiers des salariés ont sollicité le référent handicap de l'entreprise, sachant qu'il n'y a pas de référent handicap pour la moitié des salariés indébauchés. Donc voilà, quelques premières indications sur le volet de l'emploi. Les chiffres, je le répète, pourraient évoluer, donc voilà, il faut le prendre comme des premières tendances. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline. Et effectivement, quand on utilise ce type de chiffres, sur quoi on peut se questionner? Effectivement, déjà la question des logiciels. C'est quand même incroyable aujourd'hui de se dire qu'Internet est moins accessible qu'il n'était à l'origine. Plus on avance dans le temps, moins c'est accessible sur certains aspects, parce qu'on a des sites de plus en plus compliqués, ou je ne dis pas tous les sites, il y en a qui font un vrai travail d'accessibilité, mais on peut avoir des problématiques par rapport à ça, et notamment quelque chose qui n'est pas forcément, parce que là on parle d'Internet, mais les logiciels qu'on utilise dans les entreprises, des logiciels de comptabilité, des logiciels de réservation de voyage, des choses de ce type-là, ces logiciels sont rarement, je crois qu'on peut le dire, pensés justement par rapport à la déficience visuelle. Donc ça c'est déjà un élément qui mériterait effectivement d'être approfondi, comme l'évoquait Caroline. Je retiens un autre élément
d'après les chiffres que nous dit Caroline, comme quoi l'aménagement de leur poste, c'est quand même pas mal, 1 sur 5. L'aménagement du poste n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'ils ont aménagé le poste, mais ils l'ont peut-être. Enfin, il y a encore du travail à faire par rapport à cet aménagement de poste. Donc, ça, c'est un chiffre qui peut me faire réfléchir et qui nécessiterait effectivement d'approfondir ces thématiques. Puis après, histoire de. Bon, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. Et dans notre société, alors n'y voyez pas du tout de réflexion politique de ma part, mais ça m'y fait penser. On parle de société inclusive. Et donc on parle d'écriture inclusive. Vous savez, quand on écrit .e, .s, etc. Et pourtant je suis féministe convaincu, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais je sais, parce que ça c'est des éléments, on pourrait peut-être nous le confirmer après dans les sujets, c'est que quand on est déficient visuel, le logiciel, forcément on s'y perd. Donc est-ce que c'est vraiment une écriture si inclusive que ça? Je pose la question. C'est volontairement, mais des questions par rapport à ça. Donc il faut, voilà, et je pense que justement, pour dire des choses de manière très concrète par rapport à cette étude, c'est sur ces différents éléments de réponse. On a les différentes thématiques, j'ai la liste, Caroline, des différentes thématiques qui sont traitées. On parle tout aussi bien effectivement de la question de l'accès aux soins, j'en ai parlé tout à l'heure, de la santé mentale, de la vie sociale, de la vie, également de la vie affective et sexuelle. Je pense que là-dessus, c'est un sujet qui est important, qu'on n'évoque pas suffisamment. Sur les actes de la vie quotidienne, les déplacements, Caroline en a parlé, les loisirs, le sport, vous voyez, tous ces sujets. C'est pour ça qu'on est sur un questionnaire effectivement qui est assez copieux, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est de pouvoir justement avoir des éléments de réponse sur toutes ces différentes thématiques. Est-ce que Caroline, avant de vous laisser, puisqu'on va avoir notre dernière table ronde dans un instant, qui sera animée par Christine, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, peut-être ou peut-être une question à poser à Caroline, je ne sais pas. Au niveau de la salle, vous avez une question? Je vous laisse le micro. Oui, merci. Donc je vais vous appeler Caroline, je suis désolé parce que... Caroline Pigeon. Voilà, Madame Pigeon, donc éventuellement déléguée régionale de France de la GFI. Alors, c'est très intéressant. J'avais une question méthodologique, puisque vous disiez on est sous le prisme Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce que vous nous avez présenté, compte tenu effectivement de là où on en est du questionnaire, est-ce qu'à l'issue, on aura cette capacité d'isoler les régions les unes par rapport aux autres, parce que je pense qu'il peut y avoir des déterminants historiques, contextuels qui peuvent être intéressants. Donc ça, c'était un élément un peu méthodologique. Je retiens juste que 6 personnes sur 10 répondantes en Auvergne-Rhône-Alpes ont un poste aménagé, que les 2 problématiques restantes sont des problématiques d'adaptation technique, comme vous l'avez dit, effectivement, avec des problématiques qu'on rencontre régulièrement d'adaptation logicielle. Donc rien d'insurmontable. Voilà, et j'entends aussi la question fondamentale de la mobilité dans ce que vous avez dit, qui me paraît effectivement un sujet à prendre à bras-le-corps par les pouvoirs publics. Merci. Caroline, je vous laisse répondre. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la deuxième question, je vais commencer à répondre à la première fois que je m'en souviens. Non, c'est bon. Oui, donc, en tout cas, notre volonté, c'était vraiment de pouvoir apporter des réponses région par région. Donc ça, c'était vraiment ce qui était prévu à l'origine. La possibilité de le faire va vraiment dépendre du nombre de répondants dans chaque région. C'est vraiment ce qu'on aimerait faire, mais pour que ce soit, pour qu'il y ait de la validité statistique derrière, il faut qu'on ait suffisamment de répondants. Et c'est clair qu'il y a des disparités géographiques sur le territoire, et puis tout à l'heure il était évoqué la question des territoires d'outre-mer. Si on a l'opportunité de continuer l'étude, on aura également certainement des choses très très intéressantes à comparer. Mais voilà, je ne peux pas pour l'instant vous donner une réponse claire et franche. Oui, on aura une lecture région par région. En tout cas, on a une volonté de le faire. Voilà. Et la deuxième question, j'avoue que j'ai pas tout entendu, donc Pierre-Marie, si vous pouvez me la... Je pense que c'était pas tout à fait une question, c'était plus de dire qu'effectivement, il faut pas être toujours dans... Après, je laisserai d'ailleurs juste une question, parce qu'on est déjà pas en avance sur le temps, donc je vous laisserai la parole juste après. Mais juste pour se dire qu'on n'est pas sur... il faut pas voir les choses de manière négative, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments très positifs qui ressortent de cette étude.
Et pour un certain nombre de choses, effectivement, ça peut nécessiter une meilleure compréhension ou un échange, une discussion qui peut finalement... beaucoup de choses, beaucoup de problématiques peuvent s'arranger assez facilement. Encore faut-il justement en avoir conscience. Donc l'étude, il ne faut pas voir comme étant quelque chose de forcément revendicatif, etc., mais plutôt quelque chose de justement constructif et qui peut faire ressortir des choses très positives. Donc c'est tout l'équilibre par rapport à ça. Alors, je crois que Madame est impatiente de vous poser une question. Alors, je vais vous laisser. Et après, on passe à la table ronde. Allez-y. Est-ce que vous avez une déficience visuelle? Et si avec les chercheurs que vous travaillez, vous avez une déficience visuelle? Alors, je sais pas si au niveau du son, j'ai même plus de... Ça va revenir. J'ai pas tout compris. Alors, non, mais je vais... En fait, Madame nous demandait si vous, Caroline, vous avez une déficience visuelle, et s'il y a des gens dans l'équipe, je pense évidemment à Gérard, mais s'il y a des gens dans l'équipe qui ont eux-mêmes cette déficience visuelle, en gros, est-ce qu'ils vivent justement l'étude en tant que déficient visuel? Alors, moi, je n'ai pas de déficience visuelle. Par contre, ça fait presque 10 ans que je travaille sur la cécité et la malvoyance au cours de différents projets de recherche. Et donc, dans notre équipe, nous avons Gérard Cousin, qui est chercheur à Paris 8 et qui est lui-même déficient visuel. Je crois qu'il est aveugle complet. Donc, il a une je crois qu'il a perdu sévère en tout cas. Je crois qu'il a perdu la vue. Il est de naissance, il n'était pas aveugle, et c'est venu assez rapidement quand il était jeune, je crois. Tout à fait. Et je voulais aussi appuyer un point, c'est que donc même si l'ensemble des chercheurs ne sont pas déficients visuels, nous avons vraiment construit le questionnaire, nous avons vraiment réuni des personnes déficientes visuelles, des proches aidants, des professionnels de la déficience visuelle, et parmi les déficients visuels, il y avait des personnes de tout type, avec tout type de déficience visuelle, avec tout type de profil, des gens qui travaillaient, des personnes qui étaient étudiantes, enfin, il y avait vraiment une multitude de profils. Et c'est vraiment ces personnes-là qui ont... en fait, nous, on les a simplement aidés à formaliser, mais le questionnaire sort vraiment de d'eux, quoi. On les a vraiment interrogés sur ce dont ils avaient besoin de voir dans ce questionnaire. Merci beaucoup Caroline. On va maintenant passer sur la dernière étape. Je vais demander à Christine de me rejoindre. Et donc on va traiter d'un sujet finalement un peu dans la continuité de ce qu'on vient de voir, puisque c'est quels sont les enjeux pour les conditions de vie des personnes déficientes visuelles. Je vous laisse la parole et accueillir vos invités. Merci. Alors pour la table ronde, nous allons accueillir Susan Zodom, Fatima Berani, Alexis Prêtre, Nicolas Karazievich et Stéphane Gallois. Merci à l'ensemble des participants d'accepter aujourd'hui de témoigner des réalités de votre quotidien et puis aussi des enjeux, de ce que peut apporter l'étude OMER pour vous. Je vais peut-être vous laisser vous présenter plus précisément. Donc, je vais passer le micro à Monsieur Gallois. Alors bonjour, je suis Stéphane Gallois, j'ai 41 ans. Pour ma part, je suis déficient visuel depuis 7 ans. Et je travaille au sein de l'association VAR Ensemble depuis 2 ans. Bonjour, Nicolas Karazievich, moi j'ai 35 ans, je suis déficient visuel depuis la naissance, même si j'avais un petit reste visuel jusqu'en 2004. Là aujourd'hui, il me reste une petite perception lumineuse sur l'œil droit.
Mon métier au quotidien, moi je me définis comme éveilleur de conscience et donc j'interviens aujourd'hui auprès des acteurs économiques des Hauts-de-France et du territoire métropolitain, en tout cas la métropole en France, pour aller justement sensibiliser, mais bien au-delà, accompagner finalement les entreprises, les collectivités pour une meilleure prise en compte du handicap et de nos singularités au quotidien. Bonjour à tous, je suis Fatima Berani et je suis la maman d'une jeune fille de 20 ans aujourd'hui qui est née déficiente visuelle. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 17 ans. Je suis une jeune de l'IME La Pépinière. Je suis déficiente visuelle depuis je ne sais plus quel âge. Mais je sais que j'ai commencé à porter des lunettes quand j'étais en CP. Je suis à gauche dans un groupe très professionnel pour pouvoir travailler autant que j'aimerais bien faire cuisinière. Peut-être on peut préciser, Suzy, que la gauche c'est un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes. Et que l'IME La Pépinière c'est un établissement médico-social. Un établissement médico-social avec plusieurs groupes. Et qui accueille des jeunes déficients visuels. Des jeunes déficients visuels à partir de 3 ans jusqu'à 25 ans. Bonjour, donc moi, prêtre Alexis, je suis âgé de 42 ans, je suis chef d'entreprise. Je travaille dans le développement des œuvres artistiques, essentiellement en Corrèze, en Dordogne, également à l'étranger. J'étais auparavant travailleur social, éducateur spécialisé pendant 10 ans et faisant cadre de fonction. Je suis moi-même donc déficient visuel et je suis un ouvreur de porte. C'est-à-dire que j'essaie de remettre dans le cœur des dispositifs pour les décidents, les déficients visuels et les non-voyants, puisque nous sommes actuellement un peu trop représentés par des voyants qui, même s'il y a énormément de choses qui se mettent en place, il y a quand même une grosse disparité territoriale, ne serait-ce que sur l'accès des bics pour les feux, sur les trottoirs, sur l'aménagement urbain, sur le logement ou sur la dépendance financière. Voilà. Et accessoirement, je suis aussi sociologue de formation. Merci. Alors pour partir d'une première question, alors je vais d'abord juste situer, je vais tutoyer Suzy et Mme Berani, Fatima, parce qu'on se connaît par ailleurs dans nos sphères professionnelles. Alors sur la première question, donc je vais me tourner d'abord vers toi Suzy. Est-ce que tu pourrais expliquer les difficultés que la déficience visuelle vient générer dans ton quotidien? Est-ce que tu pourrais prendre quelques exemples? Pour tartiner mes tartines avec un couteau, j'arrive pas bien à étaler. Avec une spatule, pour moi c'est mieux. Aussi, il y a des fois où je me colle contre des grandes tables parce que des fois je fais pas attention à où je marche. Aussi, dans les magasins, j'arrive pas à trouver mon article, je dois tout le temps demander à un vendeur dans le magasin. Oui. On avait un peu préparé la table ronde avant. Est-ce que tu avais il me semble que tu m'avais parlé aussi d'un exemple sur les déplacements. Pour prendre le bus par exemple. Est-ce que c'est facile? Pas tout le temps parce que des fois j'entends pas la rue, je dois demander au chauffeur. Je dois dire au chauffeur mon ami pour qu'il me laisse descendre. Si tu n'as pas d'invitation sonore à descendre, tu ne peux pas le savoir toute seule. Oui. C'est ça? Ok. Merci. On va peut-être passer le micro à Fatima. Alors Fatima, tu nous as dit que tu étais maman d'une enfant qui est aujourd'hui une jeune femme, porteuse d'une déficience visuelle et qui a été accompagnée par le pôle déficience visuelle. Alors tout à l'heure, on vient de parler de l'IME La Pépinière, qui est un établissement médico-social. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu du pôle déficience visuelle et de ce qu'il a pu apporter à Firdaus Tafil? Alors, on a rencontré le pôle déficience visuelle quand elle avait 1 an et demi. Donc c'est un accompagnement déjà, j'étais perdue, je ne savais pas comment faire, comment élever un enfant en situation de handicap, qu'est-ce que je faisais, comment j'allais faire, qui allait m'aider. Et donc ce service m'a guidée.
guidée dans la compréhension de l'handicap, dans les besoins de ma fille, et comment j'allais pouvoir l'aider aussi. Donc ce service m'a soutenue jusqu'à ce que je puisse moi-même appréhender tout ce qui est la dynamique autour du handicap. Et voilà, ils ont accompagné ma fille donc, pendant 18 ans. Jusqu'à ce que j'ai pu aussi moi prendre des décisions. Parfois j'ai même refusé des propositions d'accompagnement parce qu'elles n'étaient pas à ce moment-là intéressantes pour nous. Mais en tout cas, ils nous ont soutenus, aidés, apporté la formation et l'information tout au long de toutes ces années. Et par rapport aux difficultés que Suzy évoquait, est-ce que c'est des difficultés auxquelles toi, en tant que maman, en tant que proche aidant, tu as pu être confrontée dans l'accompagnement de Firdaus au quotidien? Tout à fait, donc dans la scolarité, dans les transports. Donc ce n'est pas juste savoir entendre l'arrêt, mais c'est tout ce qui est autour des travaux. Donc la personne connaît un parcours, va pouvoir se déplacer, mais il y a toujours des travaux, il y a toujours des plaques d'égout ouvertes, et donc ça va détourner la personne de sa trajectoire et il va être perdu. Donc c'est très fatigant pour une personne d'être confrontée à ça parce que quand il se déplace, c'est où aller travailler, ou aller à l'école, ou aller à l'université, ou même pour des loisirs. Donc c'est comme si que nous, à chaque fois qu'on devait se déplacer, on avait 50 km en plus dans les bouchons. Donc il faut toujours... donc voilà, toutes ces problématiques, elles existent à tout âge, je pense, et tout le temps. Est-ce que tu es en train de dire que alors tout prend plus de temps, du coup tout prend plus d'énergie, et que c'est aussi lié au fait que l'environnement, la société n'est pas adaptée, n'est pas faite? Tout à fait. On oublie de prévenir, par exemple, à la fac, que l'accès aura des travaux, donc l'entrée sera sur un autre pôle. On oublie de prévenir s'il y a des changements de salle, etc. Donc effectivement, on oublie ces personnes, même si elles sont inscrites, même si elles sont visibles dans la société. Pour revenir à la scolarité, il faut savoir qu'un enfant, un adolescent scolarisé, va travailler plus qu'un autre enfant. Donc il va être beaucoup plus fatigable, en plus de rééducation. Donc souvent la vie d'un étudiant ou d'un lycéen se cantonne souvent qu'à la scolarité, qu'aux études, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Alors, Monsieur Karaziewicz, par rapport à la question de l'accessibilité, donc on avait échangé un petit peu tout à l'heure en amont du lancement. Vous disiez il y a l'accessibilité, mais pas que. Est-ce que vous pourriez préciser? Effectivement, c'est un sujet où aujourd'hui, en fait, quand on pense accessibilité, encore aujourd'hui dans notre société, on est sur un sujet qui est essentiellement centré soit sur l'accessibilité des bâtiments, et c'est probablement très lié dans finalement ce qu'on a pu voir dans notre société depuis quelques années, puisque l'accessibilité, pendant très longtemps, ça a été l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. L'idée, c'est pas d'opposer les situations de handicap, c'est juste de faire un constat sur, lorsqu'on parle handicap aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, et notamment aussi auprès des collectivités, on a encore cette approche de accessibilité, handicap égal personnes en fauteuil roulant. Et au-delà de ça, si je fais le parallèle avec ce qui était évoqué tout à l'heure sur le volet numérique, aujourd'hui, l'accessibilité numérique en tant que telle, c'est un sujet proprement, je vais dire, technique. Et là où moi j'essaye finalement d'amener une vision un peu plus ouverte en tout cas sur le sujet, c'est que ce que je dis régulièrement à mes partenaires, à mes clients et aux personnes que je rencontre, c'est que avant d'être aveugle, avant d'être déficient visuel, on est des clients potentiels. Qu'on soit un particulier, qu'on soit chef d'entreprise, dans mon cas, et je ferai un petit parallèle d'ailleurs là-dessus par rapport à l'enquête, aujourd'hui, si en tout cas on vient nous proposer un produit, un service, une solution numérique, site internet ou application, dit accessible, en tout cas, qui prend en compte notre besoin spécifique en tant que déficient visuel, qu'on utilise une synthèse vocale, un lecteur, un logiciel d'agrandissement, ou qu'on ait simplement besoin d'un contraste adapté, d'une typographie spécifique, ou effectivement je fais une petite parenthèse sur l'écriture inclusive, effectivement, parce que c'est un vrai sujet dont on pourra échanger si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est d'avoir une approche beaucoup plus globale sur le sujet
en tout cas de comment est-ce qu'on va proposer des produits, des services, des solutions numériques, ou effectivement comment est-ce qu'on va donner accès à l'emploi, à la mobilité, à la citoyenneté des personnes handicapées, en partant de leurs besoins. Moi j'ai eu la chance il y a quelques années d'être formé au design thinking et donc d'avoir cette approche, en tout cas on va partir du besoin des personnes en situation de handicap pour imaginer des solutions, et non pas comme on l'a fait trop longtemps jusqu'à présent, d'avoir ce côté un peu descendant en disant on va faire pour les personnes en situation de handicap. Et je l'ai entendu tout à l'heure en disant effectivement il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent à la place de gens à notre place en quelque sorte, et c'est ça qu'il faut changer. N'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet et à diffuser dans vos réseaux. Et derrière, je parlais de l'arrivée des services civiques, mais vraiment c'est qu'un point de départ. Et bon voilà, on est un peu chez nous dans les Hauts-de-France, on a envie aussi que ce soit peut-être, pourquoi pas, une des régions les plus représentées, sachant qu'on a des départements qui sont parmi les plus peuplés, parmi les plus jeunes. On parlait de l'enjeu de toucher aussi les jeunes. Donc je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer et à faire entendre notre voix ici dans cette région. Un grand merci à vous. Merci à tous.